Bonjour à tous, merci d'être là pour écouter, apprendre plein de choses à propos de la 5G qui est une vraie petite révolution qui se prépare. Nous sommes très heureux pour cette deuxième édition de Média en scène de recevoir Stéphane Richard. Bonjour Stéphane Richard. Bonjour. PDG d'Orange, évidemment donc au cœur de cette révolution de la 5G. Vous avez un smartphone 5G sur vous ? Non, Non. il n'y en a pas beaucoup encore. Hein. Eh non, enfin Et bon, notamment dans les bandes de fréquences qu'on va utiliser en Europe, il y en a très peu disponibles. très peu pour l'instant. Donc on sent que c'est une révolution qui est prévue pour l'année prochaine, hein. C'est ça. Oui, nous on a un objectif qui est de lancer un premier service commercial au printemps 2020. Je pense que l'essentiel des smartphones, en particulier l'iPhone, compatible pour la 5G, ça devrait être plutôt vers la fin de l'année 2020. Donc c'est quelque chose qui va progressivement arriver en 2021, 2022. D'accord. Alors pourquoi la 5G à Média en scène ? Bien parce que, évidemment, l'évolution technologique, ça concerne les médias. De tout temps, ça a impacté les médias, à la fois la manière dont on accède aux différents contenus que vous consommez tous les jours, radio, vidéo, audio, vidéo, texte, etc. Mais également, cela modifie la manière dont on fabrique ces contenus, dont on les diffuse principalement. Je me souviens, quand la 4G est arrivée, ça a été une révolution pour nous, hommes de radio, parce que ça nous permettait de diffuser très rapidement, de n'importe où, avec de la bonne qualité sonore, très important ça. Donc la 5G, on sent que ça va encore faire bouger les choses. On va voir en détail ensemble, vous allez nous dire un petit peu à quoi vous avez déjà pensé en matière d'usage pour les médias. Mais peut-être d'abord, on va revenir au point de départ, et avec cette question que j'ai l'impression de poser régulièrement depuis des mois, mais il faut la reposer, qu'est-ce que c'est que la 5G ? Donc la 5G, c'est un nouveau standard de téléphonie mobile qui est basé sur un ensemble de technologies. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais si on regarde ce que ça va permettre par rapport à la 4G, quand on parle d'une rupture, ça va permettre d'abord des débits plus élevés, à peu près 10 fois plus élevés que la 4G. Débit crête, c'est-à-dire le débit maximum, et donc un débit moyen aussi plus élevé. Ça va permettre, et ça c'est une vraie rupture, des usages totalement en temps réel. Parce qu'en fait, le propre de la 5G, c'est que ce qu'on appelle la latence, c'est-à-dire le temps qu'il faut entre l'émission d'un signal et sa transmission, ou sa réception, ce temps est considérablement raccourci avec la 5G. La latence est quasiment nulle, ce qui veut dire que tous les usages à distance, mais qui supposent une immédiateté dans la transmission, vont être possibles. C'est-à-dire que si on appuie sur un bouton, c'est comme si c'était une connexion filaire. Exactement. Typiquement, la voiture connectée, on cite souvent l'exemple de la médecine ou de la chirurgie à distance. Bon, je ne sais pas si ça sera en volume le principal usage, mais c'est juste pour illustrer ça. C'est-à-dire qu'on a cette diminution de la latence qui va changer beaucoup l'usage. Ensuite, la 5G a deux autres particularités que je veux souligner. La première, c'est que la conception du réseau va permettre, on appelle ça le slicing, de le couper en tranches et en fait de dédier certaines tranches à des usages particuliers. Alors ça paraît un peu abscon et technique ce que je dis, mais ça veut dire que en termes de sécurité, de la disponibilité de la bande, c'est un progrès considérable. Typiquement, la voiture connectée, si vous êtes en train de rouler et que vous avez une coupure de réseau, parce que vous avez quelqu'un à côté qui est en train de télécharger un film, c'est quand même un peu embêtant. Vous voyez ? Donc, on va pouvoir, avec l'architecture du réseau de la 5G, dédier des tranches en fait, de ce réseau à des usages spécifiques. C'est ce qu'on appelle le slicing, c'est très important. Donc une qualité de service. Donc une qualité de service qui n'a rien à voir avec la 4G. La 4G, si vous voulez, moi je prends souvent un peu cette image, c'est une grosse douche. Voilà, vous êtes sous la douche et vous avez des ondes qui descendent. Et donc, si vous êtes 10 à un endroit ou 100 à un endroit, il n'y a pas de différence. Simplement, vous allez avoir moins de débit parce que vous allez être plus nombreux à vous servir à être sous la douche à un moment. Vous n'avez pas cette capacité à orienter vraiment le flux vers un utilisateur particulier ou un usage particulier. Avec la 5G, on va l'avoir par le slicing et par une autre caractéristique aussi, qui est très importante, c'est que dans les antennes 5G, on va pouvoir diriger le flux. Ça, c'est aussi important par rapport à la question des ondes et des perturbations des ondes. Alors voilà, j'allais vous la poser, parce que c'est vrai que c'est un thème qui commence un petit peu à monter. Tout à fait. La 5G va permettre d'éviter ce qu'on appelle les ondes subies, c'est-à-dire, encore une fois, l'endroit où vous êtes sous une grosse douche,
Et finalement, vous n'avez pas tellement le choix de recevoir ou de pas recevoir. Avec la 5G, on va pouvoir diriger le faisceau vraiment des ondes vers un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs particulier. D'accord. Donc, la question, effectivement, c'est l'impact éventuel, supposé ou réel sur la santé. Vous pouvez nous... Est-ce qu'il faut craindre plus la 5G parce que finalement, ça fait un truc en plus, c'est un truc plus puissant, ça va s'ajouter au cocktail d'ondes qui existe déjà. Oui. D'abord, ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie sensibilité sur le sujet. Et je pense que la 5G va réveiller encore un peu cette sensibilité. On a vu dans certains pays, je ne sais pas si c'est ça, en Suisse notamment, il y a quelques jours, il y a eu une grosse manifestation de gens pour demander l'interdiction de la 5G. Avec deux motifs. Un, le risque des ondes, parce qu'on ne sait pas finalement, et donc principe de précaution, on ne sait pas. Et deuxièmement, il y a aussi un petit peu un raisonnement qui est très dans l'air du temps de la sobriété. Sobriété numérique. La sobriété numérique. Oui. Et donc, parce que c'est de la consommation énergétique, encore. Bien sûr. Oui, consommation énergétique et consommation digitale aussi. Hein. Et donc, est-ce qu'on a besoin à nouveau de cette technologie? Donc, nous, on est très attentifs à ces phénomènes, partout. On est très attentifs aussi en France. Et moi, je pense que cette question, notamment de la perturbation liée aux ondes, il faut la prendre très au sérieux. Bon. Maintenant, c'est vrai que dans l'état actuel de la science, on peut dire que tant qu'on est dans les seuils d'émission qui sont autorisés par les lois, toutes les études qui ont pu être faites depuis 20 ans sur le sujet ont conclu à l'innocuité des ondes. Il y a des gens qui sont électrosensibles, ça existe bien entendu, mais pour, je dirais, la quasi-totalité de la population, on n'a pas mis en évidence ce risque. Néanmoins, moi je pense qu'il faut rester très vigilant, il faut qu'on continue à faire des études, on n'a pas assez de recul historique, et il faut aussi que dans les bandes de fréquences qu'on va utiliser pour la 5G, on prenne le soin de faire des expérimentations. Vous voyez, par exemple, on en parlait un instant, la 5G va fonctionner avec une catégorie de spectre, enfin d'ondes, qu'on n'a jamais utilisée dans la téléphonie mobile, ce qu'on appelle les ondes millimétriques. Les 26 GHz. Voilà. Ouais. Et on n'a jamais fait de la téléphonie mobile avec cette gamme d'ondes. Il faut qu'on fasse d'abord des expérimentations pour voir ce que ça donne. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, puisque pas plus tard qu'hier, l'ARCEP nous a donné en effet les autorisations de faire des expérimentations dans quelques endroits avec le 26 GHz. Donc vous êtes encore d'une certaine manière dans une phase d'expérimentation. Oui, on est encore dans une phase d'expérimentation. Alors, la technologie de la 5G fonctionne très bien. Hein. Ça fait déjà quand même, ça fait 2 ans pratiquement qu'on est en expérimentation en grandeur réelle sur des sites déjà importants. Il y a plusieurs centaines d'antennes 5G qui sont déployées en France déjà, on ne le sait pas, mais bon. Et donc on utilise. Et nous, on va lancer d'ailleurs notre première 5G en Roumanie dans 15 jours. Donc, vous voyez, on est déjà en phase industrielle. Il y aura après l'Espagne, il y aura d'autres pays, la France, comme je vous l'ai dit, plutôt mi-2020. Donc la technologie, elle fonctionne. Là où je pense qu'il faut, une fois de plus, être encore vigilant, et c'est sur cette question de la perturbation liée aux ondes, notamment pour ces parties du spectre qu'on n'a pas utilisées encore dans la téléphonie mobile. Donc on comprend bien que ça va être en termes d'usage, on va revenir un peu sur les usages, qu'est-ce qu'on pourra faire de cette 5G. Ça va concerner surtout ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire les entreprises. Mais est-ce que dans 1 an, 2 ans, nous aurons tous un téléphone 5G dans la poche? Alors, dans 1 an ou 2 ans, je ne crois pas, honnêtement. Mais la première chose qu'il faut dire, ça c'est, je crois, très facile à mesurer, c'est que la 5G, on en a d'abord besoin pour des raisons capacitaires. Parce qu'en fait, avec nos smartphones aujourd'hui, sur la 4G, nos usages continuent à se développer, on transmet de plus en plus d'images, on consomme de plus en plus d'images, de vidéos, communication interpersonnelle. Avec une qualité qui monte. Oui, avec une qualité qui monte. 4K, 8K. Et donc, si vous regardez concrètement le volume de données qui est échangé sur le réseau mobile, celui-ci continue à croître de façon exponentielle. Là, on avait les chiffres depuis le début de l'année 2019, on est pratiquement déjà à 50% de croissance en volume par rapport à l'année dernière. Donc, si je regarde les 5 dernières années, on a multiplié le volume de données par un facteur 30 ou 40. C'est gigantesque. Donc, si on ne fait rien, et si on reste avec la 4G qu'on a aujourd'hui, on va avoir des réseaux saturés, des réseaux congestionnés assez vite, à horizon de quelques années. Donc, la première utilisation, nécessité de la 5G, c'est pour permettre d'accompagner cette explosion des usages dont
chacun s'accorde à penser qu'il ne va pas ralentir. Il va peut-être ralentir un peu, mais bon. Ouais. Après, voilà, donc la nature ayant horreur du vide, si vous rajoutez du débit, on trouvera toujours les moyens de l'occuper, non? Vous allez... Oui. Moi, je vois comment les gens, notamment les jeunes d'ailleurs, vivent aujourd'hui, se servent de leur téléphone, vont sur les réseaux sociaux où il y a de plus en plus d'images. Vous savez bien que tous les sites où il y a des images, des vidéos qu'on poste, etc., sont en explosion. Donc, aux États-Unis, je crois que c'est 75% de la consommation vidéo qui se fait sur mobile aujourd'hui. Donc, oui. Y compris du Netflix, du YouTube, etc. Absolument. Donc, il faut pouvoir accompagner ce mouvement, et c'est pour ça qu'on a besoin de la 5G. Deuxième chose qu'il faut pointer, c'est que dans pas mal d'endroits, ça ne sera pas peu le cas en France. La 5G va être un substitut à la fibre, à la maison. C'est ce qu'on appelle le Fixed Wireless Access, c'est-à-dire dans les zones où on ne peut pas déployer un réseau terrestre parce que c'est trop cher, on pourra apporter du très haut débit, c'est-à-dire un débit quasiment équivalent à celui de la fibre, par de la 5G. Donc ce sera la roue de secours du très haut débit. Oui, c'est une technologie, disons, de complément qui peut permettre effectivement d'apporter du très haut débit, ou enfin dans l'usage à tout le monde. Ça sera peu le cas en France parce qu'en France, on va avoir de la fibre partout. Voilà. Finalement, ça vous arrange, vous opérateurs, parce qu'on ne tirera pas trop sur votre réseau, a priori. Moi, je pense que dans le monde futur, compte tenu de cette explosion des usages qu'on voit, du déferlement des objets connectés, de la voiture autonome, etc., on va avoir besoin de tout. On va avoir besoin de tous les modes de communication, oui, parce que vous ne craignez pas qu'à terme, finalement, on délaisse la fibre au profit de la 5G, comme on a délaissé le téléphone fixe au profit du téléphone GSM. Alors moi, j'y crois pas tellement. Bien sûr, ça fait partie des débats qu'on a et des choses qu'on regarde, mais j'y crois assez peu. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que les pays les plus avancés au monde aujourd'hui, en matière, disons, de connectivité numérique, sont des pays qui ont à la fois la fibre et la 5G. Typiquement la Corée du Sud. La Corée du Sud est le premier pays qui a lancé la 5G mass market. Ils ont déjà, il y a plus de 2 millions d'utilisateurs de la 5G en Corée du Sud. C'est le pays le plus avancé aussi pour la fibre optique, jusqu'à la maison ou l'entreprise. Le Japon, même cas de figure, les pays de l'Europe du Nord. Donc, si vous voulez, je ne crois pas qu'il y ait cette compétition en fait, de technologie entre la fibre et la 5G. Je rappelle la règle, pardonnez-moi, oui, Jérôme. Nous avons jusqu'à 10h15 ensemble, pour être précis. Oui. Et je rappelle la règle, c'est que le public pourra vous interroger, Stéphane Richard, en HF, avec des micros, sur la 5G. Voilà. Alors, donc parlons un petit peu de ce que vous pourriez faire pour nous. Nous, producteurs de médias, vous, consommateurs de contenu, de médias, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Qu'est-ce que ça va changer? Nous, on voit en gros deux domaines dans les médias dans lesquels la 5G peut apporter un changement, qui sera plutôt de l'ordre, disons, du changement que de la révolution, pour être honnête. Parce que c'est vrai que les premiers usages auxquels on pense pour la 5G, ce n'est pas forcément dans les médias. C'est plutôt, je l'ai dit, dans la voiture autonome, peut-être dans la télémédecine ou dans d'autres domaines. Les deux domaines, c'est d'une part les technologies qui permettent de capter les images et le son et de les remonter vers le média. Donc typiquement ce que vous avez évoqué sur la 4G et les changements que la 4G vous a amené à vous, hommes de radio, reporters sur le terrain, la 5G va être une étape supplémentaire parce que beaucoup plus de débit et surtout zéro latence. Enfin, plus zéro latence. Donc quand vous ferez une interview quelque part dans le monde, sur le terrain, vous aurez plus ce décalage. Oui, pour faire des reportages en direct, des choses comme ça. Parce que la latence va être très faible. Donc c'est fini le petit délai qu'il y a entre le journaliste en studio et le journaliste sur le terrain. Il va être imperceptible. Super. Si vous utilisez la 5G, totalement imperceptible. Donc ça va être un mode, une technologie de captation qui va certainement être, je pense, beaucoup utilisée dans les médias. Et en particulier par rapport aux satellites, qui a ce problème justement de latence, c'est énorme, et quand on est sur des distances très, très éloignées. Deuxièmement, la 5G va permettre une consommation de certains spectacles différentes. Je pense typiquement au sport, parce que la 5G, ça va permettre des expériences qu'on appelle immersives, c'est-à-dire que vous pourrez vous-même, avec un petit appareil, avec votre smartphone, avec votre tablette, voire avec des appareils particuliers, spécifiques, vous pourrez personnaliser un peu votre consommation, par exemple d'un match de foot. Vous aurez des caméras, des drones qui se tourneront autour des stades, j'espère que ça ne gênera pas trop les footballeurs, et vous pourrez aussi commander en fait vous-même, toujours avec aucune latence, le type d'image ou les angles de vue que vous voulez avoir. Donc cette expérience
un peu différente de la consommation, notamment du sport en live, c'est quelque chose que la 5G va apporter. Bon, on est un peu dans le domaine, je dirais pas du gadget. Futuriste. Bon, oui. On va regarder un petit film que vous avez réalisé, chez Orange, et qui montre justement ce que pourrait apporter la 5G pour le sport, pour les JO. Bienvenue à la finale du 100 mètres hommes. Bonsoir, bienvenue à l'événement du siècle. Ce soir, vous allez assister à la finale du 100 mètres hommes. Welcome. Let's play. Ça fait rêver. Bon, alors la 5G apparemment permet de courir avec les champions, mais ne fait pas courir plus vite. Non, là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la réalité virtuelle. Vous voyez que c'est toujours un couple entre la techno, donc la 5G, et les objets connectés. C'est les lunettes, par exemple, qui vont permettre, quand on court sur un tapis, d'être dans un environnement qui est peut-être le marathon de New York, mais avec une sensation. Faire le marathon de New York dans son salon. Oui, finalement. Exactement. Avec une sensation et un réalisme et une qualité dans l'image qui va être absolument inédite. Donc la réalité virtuelle, tout ce qui est, une fois de plus, en réseau. Alors typiquement, on en a vu un petit aperçu là, ce qu'on appelle le gaming, c'est-à-dire les jeux, et en particulier ceux qui sont liés au sport. L'e-sport, ça va être là... très profondément amélioré, spectaculairement amélioré par la 5G. Voilà. Et puis vous savez, moi ce que je crois surtout, c'est qu'on ne sait pas en fait aujourd'hui tout ce qu'il va y avoir. Et bien sûr, comme d'habitude, vous faites la techno et nous on inventera ce qui veut, de quoi l'utiliser. Je pense qu'il va y avoir des tas d'innovations qui vont arriver là dans les mois, les années qui viennent, parce qu'elles vont vouloir profiter de ces performances de la 5G. Et on ne le sait pas encore, bien entendu, dans le détail. Et on parle un petit peu des effets pervers, des travers qui pourraient apparaître. Est-ce que finalement vous allez toujours plus de débit, toujours plus de transmission d'outils de communication? C'est aussi probablement plus de deepfake, de désinformation, de fake news, etc. Ça peut changer quelque chose à ce niveau-là? Alors pour moi, il y a deux sujets importants. Il y a les contenus que vous évoquez, il y a aussi l'énergie et l'empreinte environnementale. Parce que Dieu sait que c'est aujourd'hui un sujet majeur. Bien sûr. Sur le sujet empreinte environnementale, il faut souligner quand même que le fait que la technologie de la 5G est beaucoup plus sobre et beaucoup plus économe, notamment CO2. Elle va permettre de transporter davantage de données en consommant beaucoup moins d'énergie. Donc il y a quand même un progrès très notable de ce côté-là sur la 5G. Après, la question des contenus, elle appelle beaucoup de discussions, de régulation aussi certainement. C'est la responsabilité des grandes plateformes aussi sur lesquelles on échange ces contenus. Je ne pense pas que la technologie en elle-même soit, si vous voulez, en cause, et en particulier soit vraiment un pouce au crime. Je pense que c'est vraiment du côté des plateformes qu'il faut regarder et sans doute accentuer une forme de régulation, de modération sur les contenus. Et puis, dernière chose, ce qui est très important dans tout ça, c'est la pédagogie. Je ne sais pas si vous l'avez noté, nous, on a décidé de faire une grande campagne pour promouvoir cette idée de bien vivre le digital, c'est-à-dire promouvoir un usage raisonné et raisonnable de la technologie et du digital, pas être pendu toute la journée sur son smartphone, faire attention à ce qu'on fait avec son smartphone, veiller justement aux effets pervers de cette société numérique
pour les enfants, pour les personnes fragiles, les situations de harcèlement, les fake news, etc. Il y a une action d'éducation de masse des utilisateurs, et notamment des plus jeunes, qui doit être faite par tout le monde. Très bien. Et nous, Orange, on a décidé de s'investir très fortement dans ce créneau.